Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 105e rencontre, un endroit où aller où ce soir. J'ai l'immense plaisir de recevoir Véronique Olmy pour son merveilleux livre Les évasions particulières qui sont sortis le 19 août chez Albin Michel. Bonsoir Véronique, comment ça va? Bonsoir Nathalie, je suis bien contente de te voir et de dialoguer avec toi. Alors avant qu'on commence à parler de ton merveilleux livre, j'ai une question que j'aurais eu 1000 fois le temps de te poser, mais j'ai envie de te la poser maintenant. Quand tu as présenté Bakita, tu as dit que tu avais eu une révélation, tu étais en train d'écrire un livre. Est-ce que c'était les évasions particulières que tu as arrêtées pour écrire Bakita? Non, c'était pas les évasions. Non, voilà. Je n'ai jamais commencé et abandonné les évasions. D'accord. Alors, l'exercice que je fais faire à tous les auteurs, c'est de résumer leur livre en 1 minute. Mais avant, je voudrais juste te dire que ce soir, nous avons quand même une librairie partenaire. C'est la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas si tu la connais. Si tu ne la connais pas, je t'engage à y aller parce qu'il y a une super libraire qui s'appelle Laetitia Roulier. Alors, est-ce que tu peux me résumer en 1 minute, 1 minute 30 ton roman? Alors, mon roman, je crois que c'est l'histoire d'une décennie décisive pour la libération des femmes, qui se situe de 1970 à la grande nuit de l'élection de Mitterrand en 81, à travers une famille de 3 filles en province, à Aix-en-Provence pour être plus précise. Juste C'est 30 bien. secondes là, c'est bien. Ouais. Non, c'est très C'est bien, bien. c'est pas de résumé, c'est de concret. On va essayer de pas trop dévoiler de choses parce qu'il faut vraiment lire ton roman parce que vraiment c'est une saga, c'est pas qu'une saga familiale. Moi je trouve qu'il y a plein de choses dans ton roman. J'ai envie de te poser la première question aussi. Est-ce que la famille est pour toi un laboratoire d'exploration avec ses côtés sombres et ses côtés lumineux? Alors toujours, moi j'avais commencé, par le théâtre et c'était toujours le théâtre de l'intime parce que, tu vois, par exemple, quand j'écrivais une pièce sur, le conflit, enfin la guerre en Tchétchénie et la Russie, ça se passait dans une cuisine de communautaire, de la cuisine d'une communalka. Quand j'ai écrit contre Le Pen ou le fascisme, ça se passait, un repas de famille et je trouve que la famille, c'est, comme une cellule qui est un peu à l'image de la société, avec chacun sa place, sa hiérarchie, ses codes, sa morale, son éthique. Et en fait, ça évolue au fil du temps. Et c'est vrai que je trouve que ce roman qui parle du retentissement du politique sur l'intime et vice-versa, ne pouvait pas se situer ailleurs qu'au cœur de la cellule familiale. Alors il y a 3 sœurs, donc il y a Hélène, Sabine et Mariette. Elles sont très unies, elles sont très liées, mais moi j'ai envie de dire que parfois, malgré ce lien très fort, on a l'impression qu'elles ne se comprennent pas. Est-ce que je vois juste ou je me trompe? Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est justement qu'elles ne se comprennent pas. C'est parce que quand un enfant naît, on le sait, c'est empirique, qu'il a pas envie, il a besoin d'être aimé, c'est-à-dire besoin d'être touché, d'être caressé. Et que pour que son cerveau se mette en lien, se mette en marche, il faut qu'il soit en lien avec quelqu'un. Sans ça, c'est comme un ordinateur que tu n'ouvres pas, puis c'est irréversible. Et ce qui me fascine depuis toujours dans l'écriture et même dans la vie, c'est donc ce besoin d'amour avec lequel on est, cette envie, et pourtant, euh, bien que l'on partage tous la même aspiration, eh bien, on y arrive très mal. On se fait de la peine quand ce n'est pas pire, mais je parle je parle pas des dérives ou des voilà hein, des névroses, des psychoses. Je te parle de ce qui peut être vraiment la recherche d'une harmonie entre gens civilisés et avertis. Eh bien, on va toujours se faire de la peine, se manquer, se trahir, se tromper. Et finalement, les instants où on est vraiment relié dans une sorte de communion apaisée, d'entente et euh, d'acceptation, d'harmonie, eh bien, ils sont très très rares. Et ça m'intéresse d'essayer d'ausculter cette complexité-là, tous ces petits ratages, d'où ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'entend mal. Je trouve ça fascinant.
Mais ce qui est intéressant aussi dans ton roman, c'est que tous ces personnages, ils sont pétris de contradictions. Et ça, tu l'as très bien, je trouve que c'est très bien décrit. Alors, il n'y a pas que les 3 sœurs, il y a aussi les parents. Et les parents n'ont pas, sont pas des, moi, j'ai pas envie de dire que ce sont des rôles secondaires. Et moi, je voudrais qu'on parle particulièrement du père, parce que je trouve que le père, il est discret, mais quelque part, on lui enlève ses privilèges, parce que dans la période que tu décris, le père de famille, il a quand même des privilèges, c'est-à-dire que sa femme peut pas pouvait pas travailler sans sa permission, si je me remets dans l'époque. Et là, il va se passer quelque chose avec le père. Est-ce que tu peux nous parler du père? Oui, alors je trouve très intéressant que tu parles du père parce que, bien sûr, c'est un livre sur l'émancipation des femmes, mais comme tu viens de le dire, lui, il était assigné à un rôle aussi. C'est-à-dire que les gens de la génération de mon père, parce que là, c'est quasiment lui dans le roman, sont des garçons qui ont grandi avec des injonctions terribles. Mmh. La première, c'est: «Tu seras hétérosexuel», déjà. Ensuite, tu seras viril, tu ne pleureras pas, tu seras sans faiblesse et effectivement, tu seras le chef de famille. Donc c'était quelque chose de très lourd et le père dans le roman fait ça avec, c'est un véritable engagement. Il se marie très jeune, à 18 ans, et sa femme en a 18 aussi, donc à l'époque ils sont mineurs et ils ont ce désir de bâtir une famille, telle qu'on leur a inculqué. Le bonheur, c'est un homme qui travaille, une femme qui fait les enfants et qui s'en occupe à la maison. Mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a ces filles dont il ne va pas comprendre l'évolution et c'est plus qu'une incompréhension chez lui, c'est une peur. Il a peur pour elles. Il a peur parce qu'il pense qu'elles se trompent et c'est un homme qui reste face à l'évolution de la société et de ses filles et de sa femme, encombré de cet amour, de cette tendresse immense qu'il a pour elles parce qu'il ne sait plus où la poser. C'est un chef de famille sans royaume finalement. Alors avant qu'on reparte sur les 3 sœurs, il y a aussi la mère, Agnès, et c'est intéressant parce que justement, elle s'aperçoit qu'avec le temps qui passe, il y a une certaine évolution. Donc le temps est très important dans ton roman, je trouve. Je trouve il apporte, de la profondeur et aussi elle se pose la question aussi du repositionnement puisqu'au départ, ils sont un cocon, ils sont, 5 et puis finalement ils se retrouvent alors il y a la dernière qui reste avec eux, mais la question du repositionnement dans la famille est assez intéressante aussi, je trouve. C'est vrai que c'est un livre sur le temps, parce que ce qui est très troublant dans une famille, c'est qu'au départ, c'est comme un échiquier. Tu as le roi et la reine qui décident, ils placent leurs pions, ils font des enfants. Et ce qui est incroyable dans l'amour parental, c'est un amour qui aime pour qu'on vous quitte. C'est quand même absolument incroyable. Et on le sait, on le sent, le temps va toujours redistribuer les rôles. Les enfants vont grandir, c'est l'inconnu aussi pour les parents. Qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui grandit. Qu'est-ce que c'est un enfant? Qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est une époque où Dolto commence à prendre la parole sur France Inter, où on dit que l'enfant est une personne. C'est une révolution pour tous les parents. Et puis l'enfant grandit, puis l'enfant s'en va, la maison se vide, et finalement, on le sait, les derniers de la famille n'ont jamais les mêmes parents que les aînés. Et on le sait, les rôles vont s'inverser, les fragilités des parents vont apparaître au grand jour et les enfants, petit à petit, vont être soit les confidents, soit les responsables. Enfin, il va y avoir comme ça, je trouve toujours très troublante cette conscience qu'on a très vite du Mmh. fait que tout va basculer et s'inverser. Et c'est quelque chose de poignant, je trouve. Alors justement, c'est un roman sur, l'affranchissement aussi, sur l'apprentissage. Alors l'aînée, elle rêve de devenir comédienne, donc elle va tout faire pour le devenir. La cadette, alors elle, la cadette, elle a je trouve qu'on ne parle pas assez de tout ce que j'ai pu lire. Il y a quelque chose de très important, une thématique très importante aussi dans ton roman, c'est la condition animale et pourquoi Merci Nathalie. non, moi ça m'a beaucoup touchée et tu sais pourquoi, mais je trouve que c'est dommage qu'on occulte ce passage parce que c'est très important. Est-ce que quel rapport as-tu toi aussi avec les animaux? C'était important d'inclure la condition animale et la condition féminine en parallèle? Alors ça se fait pas comme ça dans mon esprit, je me dis pas: «Je vais faire ci ou ça», mais ce que je voudrais dire, c'est qu'Hélène, ce personnage dont tu parles, en fait, ce qu'elle a de commun avec moi, c'est que moi, j'ai été élevée entre 2 familles, c'est-à-dire, comme Hélène, les parents, avec, des besoins financiers, enfin, voilà, une certaine, on tirait le diable par la queue, hein, pour dire les choses, très simplement, à Aix-en-Provence.
Et depuis que j'avais 3 ans, j'allais chez mon oncle à Neuilly-sur-Seine, qui faisait partie des grosses fortunes de France. Et donc, il y avait comme ça a duré jusqu'à ce que je m'en aille à Paris finalement. Il y avait comme ça ces deux milieux assez opposés. Et moi, j'ai eu la chance d'être sauvée par un chien, vraiment sauvée moralement, je veux dire, tu vois. Mmh. Et ce chien, je l'ai fait exister dans le livre et il est réellement mort tel que je le dis dans le livre, mort de chagrin avec une pudeur extrême. Et j'ai réellement eu aussi cette ponette, donc cette chance-là. Et donc j'ai été très vite en contact avec les animaux. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'étais en contact avec eux, mais en contact spirituel, charnel, vital, mais je ne me posais pas la question de la souffrance animale comme je la pose dans le livre. Ouais. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est qu'Hélène, au début, demande à sa sœur, parce que Hélène est plus jeune, Sabine a 14 ans quand le roman commence, Hélène 11 et la petite a 3 ans. Hélène dit, est-ce que les animaux souffrent? Alors, elle se fait rembarrer parce qu'on est dans les années 70 et on n'opérait pas les enfants sous anesthésie générale. On estimait à l'époque que ceux qui ne parlaient pas un langage compréhensible pour nous, c'est-à-dire les animaux et les enfants, ne parlaient pas, donc n'avaient pas de conscience, donc ne souffraient pas. Et donc, si tu veux, moi, pour écrire ce livre, j'ai dû oublier ce que je savais aujourd'hui sur la condition animale pour aller bien avant. Et je reviendrai dessus après. Et donc, la question que se pose Hélène, c'est est-ce que les animaux souffrent? On la rembarre. Elle comprend qu'ils souffrent. Elle dit, il suffit de le regarder. Si tu crois qu'un animal ne souffre pas, regarde-le dans les yeux. Et ensuite, pourquoi souffre-t-il et pourquoi souffre-t-il par nous? Et du coup, si tu veux, pour remonter toute cette chaîne-là, je suis arrivée jusqu'à ce reportage qui est visible sur Internet en accès libre et gratuit de Franju, qui en 1949 a décidé de devenir réalisateur pour faire ce film-là, c'est-à-dire aller illégalement dans les abattoirs de Vaugirard à Paris. Il faut avoir le cœur accroché, mais il faut le regarder. Et il y avait évidemment cette figure formidable de Brigitte Bardot qui, en 1962, dans 5 colonnes à la une, fait venir une personne qui travaille dans les abattoirs et qui, elle, est plus apte à parler de la souffrance animale. Elle ne dit pas ne mangez pas les animaux, elle demande simplement est-ce qu'on peut les étourdir avant de les abattre en pleine conscience, et elle se fait tellement rembarrée d'une façon paternaliste, misogyne, enfin voilà. Et si tu veux, donc j'ai essayé de détricoter, mais comme pour l'écologie, comme pour les femmes, les animaux, mais tout ce qu'on savait, qu'on n'a pas voulu voir. Et aujourd'hui, on est face au mur qu'on connaît. Voilà. Ouais, ouais, donc moi je trouvais ça dommage qu'on passe à côté parce que ça apporte vraiment et il y a une C'est très scène, important. mais incroyable et qui moi m'a beaucoup émue et qui je sais pas comment tu as fait pour la décrire avec des chevaux, qui est assez, qui est terrible et d'ailleurs on va rev je voudrais juste, parler de ton écriture parce que tu as une écriture qui est très fluide, qui est et qui a une profondeur et qui est d'une justesse surtout parce qu'il y a ce combat des femmes et il y a aussi, le combat pour les animaux. Je voudrais juste, qu'on revienne justement sur, la notion de liberté. Je crois que c'est très important aussi dans ton livre, la notion de liberté. Oui, alors il y a en fait, l'aînée Sabine, elle sent elle tout le temps chez les parents. L'autre Hélène, ça va, elle navigue un peu, elle voit d'autres choses, elle a des libertés, elle est avec une tante qui est moins inquiète, elle prend le bateau pour voyager, voilà, elle a des horizons qui s'ouvrent, donc elle se sent pas coincée. Sabine, elle, l'aînée, elle se sent coincée et très vite, elle a ce désir de Paris, ce désir de théâtre et cette imagination qui se met comme ça en branle. Elle va à la bibliothèque municipale, elle achète les journaux, elle essaye de capter, elle écoute la radio, de capter qu'est-ce qui se passe parce qu'elle sent qu'elle n'est pas obligée d'être la copie de ses parents. Alors que c'est ça qu'on lui demande. Le terme reproduction est atroce parce qu'en fait, on ne se reproduit pas, on produit un humain avec ce désir qu'on devrait avoir d'être surpris, d'être malmené par cette vie qui surgit et qui va nous apprendre ce qu'on ne sait pas et qui va nous entraîner ailleurs que ce qu'on a programmé. Et cette liberté, Sabine, elle va lire Sartre, qui a dit nous sommes condamnés à être libres. Et Sartre et Simone de Beauvoir, voilà, on est englué, on est complètement façonné par une morale, une religion, une culture, mais on peut, au fil du temps, au fil d'efforts, au fil de réflexion, on peut
totalement décidé que cette réalité-là, on la remet en cause, on la remet en question et qu'elle n'est peut-être qu'une fable. Alors, il y a le balayage de cette famille, mais il y a aussi un balayage sur toute l'époque. Et est-ce que c'était aussi important pour toi? Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a 2 sœurs qui vont avoir des déflagrations dans leur vie. Donc, il y a Hélène qui va avoir la perte de son chien, mais il y a aussi Sabine qui va subir indirectement l'attentat de la rue Copernic. C'était important aussi pour toi d'inclure tous ces passages importants qu'on a vécu en Je France me pose pendant. des questions qu'on m'a jamais posées. Ça me fait plaisir parce que, si tu veux, c'était une époque en France où ça commençait les attentats. Hein, Mm. Action directe, et puis il y en avait en Italie, la fraction, il y avait la bande à Bader, il y avait l'Italie, il y avait donc voilà plusieurs pays d'Europe où ça commençait à péter. Et cet attentat de la rue Copernic, euh, il y a eu cette phrase terrible de Raymond Barre que je reprends dans le livre, qui est: il y a eu des victimes innocentes. Ça voulait dire celles qui n'étaient pas dans la synagogue. Elles étaient innocentes. Et Giscard, ça je ne le mets pas dans le livre, était à une de ces fameuses chasses présidentielles. Il chassait les biches et il ne s'est pas déplacé parce que quand même c'était plus important d'aller chasser les biches. Et je voulais montrer là aussi des contradictions. Il y a ce personnage du père qui vient voir sa fille parce qu'elle a été blessée à l'attentat et qui dit, bah, lui il est très catholique, et il dit, bah, toi alors, qui aurait dit, je me fais du souci pour toi tout le temps, et qui aurait dit, non mais qui aurait dit que tu serais victime comme les juifs, quoi, alors que tu n'as rien fait. Et puis, elle le remet un peu à sa place. Et là où j'aime ce personnage du père, qui pourrait être odieux par cette réflexion, c'est qu'elle lui dit: va me chercher des cigarettes. Elle a un peu peur de sortir depuis l'attentat, elle reste là. Il sort, il revient très longtemps après, elle s'est fait du souci, et elle voit à son bras qu'il a donné son sang. Et elle lui dit: t'as encore donné ton sang? Elle lui dit: mais oui, parce que tu m'as dit, là, il y avait des enfants, ils faisaient quoi, leur bar, je sais pas quoi, bar mitzvah. Oui, alors tu vois, il y avait une camionnette, je me suis dit. Et donc, il va donner son sang pour les victimes de l'attentat. Et ce qui me plaît, c'est ce que tu as souligné au début, c'est que nous sommes tous, et c'est ça que je regrette dans les temps actuels où nous sommes de n'être qu'un bloc de victimes, qu'un bloc de représentants de nous-mêmes et seulement de nous-mêmes, c'est qu'on est tous ensemble mélangés, pétris de contradictions, et que ce qui est bon, c'est pas de se battre, c'est de débattre, c'est d'essayer de changer d'opinion, d'écouter le point de vue de l'autre et d'en être profondément malmené. Je trouve que ça, c'est très bon et très sain. Et c'est pourquoi mes personnages ont chacun des convictions très fortes. Ce père est très catholique, les filles sont très engagées dans le chemin qu'elles essayent de dégager pour elles-mêmes, mais en même temps, il y a cet amour qui est un bienfait et une entrave. Alors justement, on va parler de la thématique de l'amour parce que c'est aussi un filigrane. Et est-ce que s'il n'y avait pas d'amour, il y aurait, en fait, il y aurait pas de problème en fait. Mais Voilà, comme il y a de l'amour, il y a des exactement ça. problèmes. On est d'accord, S'il n'y hein? avait pas C'est d'amour, il n'y bien aurait ça qui aucun est triste. problème. Ouais. Moi, si dans la rue, un dingue qui ne me connaît pas me traite de connasse, ça va m'agresser, bien sûr, mais 2 secondes après, je l'aurai oublié, j'espère. Si quelqu'un que j'aime me traite de connasse, ça va être terrible. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, le seul problème, c'est que les gens s'aiment. Et c'est ce qui est beau, c'est ces déchirures. C'est ce qui donne les artistes, parce que c'est ce qui donne ce besoin de dépasser le mal qu'on se fait. C'est cette façon dont les blessures, on les surpasse par justement l'expression artistique qui refuse la haine ou le règlement de compte pour s'évader vers une réalité qui finalement est plus réelle que le quotidien basique qu'on nous propose, qui est une élévation, qui est en fait la parole donnée à l'âme. N'ayons pas peur des grands mots. Moi, je voudrais Quand qu'on on parle revienne. d'amour, on est obligé de parler Oui, de l'âme de quand l'âme, même. ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur Mariette. Mariette, c'est la plus jeune des sœurs. Elle a une position qui est pas si facile que ça parce qu'en fait, elle voit ses sœurs partir, donc elle reste avec ses parents. Donc elle voit aussi, comme les parents, l'évolution de ses sœurs un peu par procuration, j'ai envie de dire. Mais elle a quelque chose, à un moment donné, elle dit: «Je n'aime pas la musique, j'aime le silence». Est-ce que toi, Véronique, tu aimes le silence? Parce que j'ai l'impression que le silence a aussi une place très importante.
Oui, parce que Mariette, cette petite qu'on suit de ses 3 ans à ses 14 ans, donc il se passe beaucoup de choses avec elle. Hem, En tant que dernière de la famille, je ne sais pas pourquoi, elle est la dépositaire des lourds secrets de la mère. Donc elle porte ça, elle me fait penser à une petite fourmi, tu sais, qui porte plus que son poids. Alors je la mets toujours avec son gros cartable sur le dos, elle est pas très haute et elle observe, elle adore ses sœurs, mais ses sœurs sont parties, et surtout avec un couple de parents qui se désaccordent finalement, même s'il y a beaucoup d'amour entre eux là aussi. Et elle cherche à savoir ce qui se passe quand il se passe rien, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le silence. Et elle va essayer de les capter, capter les sons. Elle se demande pourquoi on s'occupe des images et pourquoi les sons, on les laisse se mélanger ou on n'y prête pas plus attention. Et je trouve qu'on est dans une époque qui manque de silence. Mais c'est bête, hein, mais rien que dans le métro, des fois je me dis, ah, je prends la même ligne, je vais lire un livre ou lire le journal, on me parle tout le temps dans les 4 langues, tout le temps. On me fait... Et tu vas dans un magasin et il y a de la musique, ou tu vas emmener un enfant à un manège de bois, on va te mettre Chérie FM avec des pubs. De quoi a-t-on peur? Du silence. Du silence. Le silence fait peur. Parce que le silence est quelque chose, on croit qu'il ne se passe rien, le rien nous fait peur. Alors que dans le silence, on le sait par la méditation, par le yoga, par la prière, par une minute de silence, c'est pas rien. Non. Et quand elle dit j'aime pas la musique, j'aime le silence, c'est une scène où elle se provoque avec sa mère parce qu'elle fait un peu sa Oui. crise d'opposition et d'adolescence. Parce que c'est vrai que par la recherche du silence, elle va découvrir la musique et puis on va pas dire la scène, mais il y a un moment, elle entend le vrai silence, qui est très rare à trouver. Il y a une phrase que j'ai notée aussi, c'est ouais: «Chacun de nous est capable d'avoir assassiné son enfance». C'est lourd de Coupable. sens, ça aussi. C'est la pièce de Cantor, La classe morte, que va voir Sabine. C'est une pièce qui a révolutionné le théâtre. C'est une pièce qui a été donnée en France en 75 et qu'on peut voir aussi sur internet, je le dis, dans plusieurs versions, tchèque, française, enfin bon. Et en fait, sur scène, il y a des personnages gris qui sont dans une classe, c'est des vieux personnages et qui n'arrivent pas à parler, qui sont dans une sorte de désarticulation totale, de désorientation terrible, que ce soit les gestes, la parole, les mouvements. Et puis chacun d'eux, en fait, est lesté et sur son dos, il porte un pantin désarticulé et c'est lui qu'il porte. C'est son enfance qu'il a sur le dos, mais son enfance morte. Et c'est un texte qui dénonce ce que tu viens de dire, c'est-à-dire chacun de nous est coupable d'avoir assassiné son enfant intérieur. Et quand on parlait tout à l'heure de l'art, je pense que l'expression artistique, c'est quand on n'a pas peur de retrouver cet état d'enfance, qui effectivement est un état de vulnérabilité. C'est pas tout rose, hein, c'est pas l'enfant cueille les petites fleurs. L'enfance, c'est souvent inquiet, c'est souvent face à une réalité incompréhensible et tout doit être assimilé, intégré, décrypté parce qu'on veut en être. On veut venir dans ce monde dans lequel on a été placé. Et je trouve que ça a troublé et c'était un électrochoc, cette pièce de Cantor, parce que c'était la première fois que la scénographie, la visualisation était plus forte que le texte. Et ça, on ne savait pas que ça pouvait arriver en dehors de la danse. Mmh. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'écrire ce roman qui est un peu on a envie de dire un peu autobiographique ou pas du tout? Mais c'est toujours très compliqué. J'ai mis 2 ans parce que, d'abord, bah, il y a toute la politique, il s'en passe beaucoup en Ouais. France, donc c'est énormément de documentation. Merci internet, c'est énormément de docs. Après la difficulté, si tu veux, c'est pas de montrer ce que moi je sais en tant qu'auteur, c'est de montrer ce que chaque personnage ne sait pas. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont en quête et la vie c'est ça, on a des bribes d'informations. On n'a pas une conférence au Collège de France tous les jours. On n'a pas une émission de France Culture chaque soir.
la vie, on la prend par, on est poreux au monde et on a comme ça des infos, des fois on percute pas, des fois ça nous revient, des fois ça va dans l'inconscient, des fois on va chercher un peu plus loin. Mais du coup, il fallait que toute cette documentation, ce profil de cette France post-68 jusqu'à Mitterrand, ils s'intègrent dans la vie. Je ne pouvais pas faire que tous les soirs, elles allument la télé, voilà ce qui se passe. Il fallait que ça leur parvienne, comme dans la vie, par des tas de canaux différents. Et l'influence se fait, comme tu le disais tout à l'heure, au fil du temps. Alors à Aix-en-Provence, on avait cette chance incroyable, il y a cette chance incroyable d'avoir le palais de justice sur la place, là où il y avait mon collège des prêcheurs. Et il y a eu dans ce palais de justice, dans ces années-là, parmi les procès les plus retentissants pour l'histoire du féminisme. Donc c'était formidable à la fois d'intégrer que Aix-en-Provence, à l'époque, était une ville de province loin de Paris, bien plus loin qu'aujourd'hui, mais qu'en même temps, c'était une ville ancrée dans ce qui se passait de plus charnel et de plus important dans la société. Mais ce que je voulais, c'était écrire un livre sur le retentissement. Je ne voulais pas que ça se passe en 68. Je ne voulais pas que ça se passe à Paris et je ne voulais pas que ça se passe chez des gens convaincus parce que ce qui m'intéressait, c'est comment ça te percute, toi qui es ailleurs, chez des catholiques à Aix-en-Provence en 70. Et quand tu as su que le livre était terminé, qu'il fallait s'arrêter en 1981? Ça, c'était dur parce que je n'arrivais pas à le terminer. J'ai énormément coupé, bah, comme pour Bakita, tu vois, j'ai retiré plus de 100 pages. Et en fait, parce que si tu veux, comme je déroulais le fil de ces, disons, 5 personnages, mais j'avais envie de dire à chaque fois ce qui allait se passer, puisque tout entraîne forcément un autre acte. Et il y a un moment, je me suis dit, mais tu sais, le lecteur aussi va avoir envie que ça se termine. Ça m'est tombé. Ah mais oui, bien sûr. Tout le monde va avoir envie qu'à un moment ça se termine. Ah non, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout résoudre. Non, tu ne peux pas. Et très vite, j'ai su que ça serait l'élection de Mitterrand, que ce chapitre s'écrirait au présent, contrairement au livre qui est au Ouais. passé, et que j'y mettrais tous les protagonistes, que je naviguerai comme ça d'Aix à Paris, d'une fille à une mère, d'une autre fille à une petite sœur, du père, et que ceux qui étaient éloignés allaient se retrouver, allaient se télescoper, je savais que je voulais que ça éclate. Et ça, c'était très agréable parce que c'était une sorte de construction, tu vois, dramaturgique, très, très intéressante à faire. Ça m'a, c'était comme, je sais pas moi, tu vois, j'avais tous mes fils, ils étaient tous là, il fallait que je les lis et qu'en même temps ce soit vaste et ça c'était très, très intéressant à faire. Parce que moi, je me suis demandé, mais comment va-t-elle terminer ce roman? Comment alors je savais que tu allais nous surprendre quelque part, mais je me suis posé la question. En plein milieu, je me suis posé la question: «Comment ça va se terminer et à quel moment elle va décider que ça se termine?» Alors C'est en fait, moi je n'aime jamais conclure, tu sais, les fins parce ouais, que dans la vie rien n'est jamais conclu et même quand on meurt, enfin on ne sait pas ce qui se passe. Donc je n'aime pas condamner quoi que ce soit, je n'aime pas fermer les fins et donc là, ça se termine sur le mot «demain». mmh, Et c'est vrai que l'élection Mitterrand est tellement emblématique de voilà, il a été amené comme ça avec tellement d'espoir, parce que dans le livre il y a la condition homosexuelle aussi très fort. Il y a ce qui se passait à l'époque, le Larzac, 10 ans de ouais. lutte non violente quand même, et qui avait un sens avec ce refus de l'extension du camp militaire. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait cette révolte de la société qui vivait quand même. Pompidou, c'était pas drôle. Et puis, Giscard a fait beaucoup de choses pour les femmes, mais enfin, c'était quand même une sorte de monarque aussi. Hein. C'était la vieille France. Et tout d'un coup, ce qui est drôle, c'est que dans ce roman qui détricote le patriarcat, il y a cette image de Dieu le Père, hein, celui qu'on appelait Tonton ou Dieu. Mmh. Donc finalement, on se bat pour élire le petit père des peuples. On retombe dans ce patriarcat terrible, avec cet espoir démesuré, et en même temps, il pleut. On est bien douché déjà, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Est-ce qu'on a raison d'espérer? Qu'est-ce qui va se passer avec cette porte quoi, qui s'ouvre très fort?
Et là, est-ce que tu t'es remis à écrire un prochain roman ou tu es dans la promo de celui-ci complètement? Moi, je suis dans le présent de ce livre-là. Alors, c'est vrai que, bah, c'est bousculé avec, cette épidémie. Donc, bah, voilà, toi, tu as trouvé une forme nouvelle. Il y a encore demain, je pars, à Tours. Moi, dès qu'il y a une porte qui est ouverte, je ne condamne pas celle qui se ferme parce que c'est très, très, très compliqué. Moi, j'y vais. Je mets mon masque, je fais le festival, je fais la librairie, je prends le train, voilà. Donc, si tu veux, je suis dans le présent de ce livre-là, très fort, mais en même temps, toute l'actualité aujourd'hui résonne avec le livre. Donc je lis énormément les journaux, encore plus que d'habitude si c'est possible, parce que je me dis: «Mais c'est un seul fil qui se tire, c'est une chaîne qui est là, c'est tellement cohérente». Je vois que Frédéric nous a rejointes. Donc, je pense qu'il y a des questions, j'imagine, Frédéric? Oui, alors, il y a une Nathalie, mais pas la même, une autre Nathalie, qui voudrait savoir comment tu positionnes en fait, on est quand même dans 2 époques, quand même, on est dans l'époque MeToo et ce livre est dans un autre genre d'époque par rapport aux femmes. Comment c'est de discuter de cette époque-là justement et de défendre ce livre-là qui est on a l'impression que c'est une époque très éloignée alors qu'en fait elle est assez proche finalement? Mais dans Comment le tu livre, je parle justement de cette, tribune qu'ont signée les intellectuels en France, en réaction à 3 hommes qui avaient été, inquiétés par la justice pour avoir eu une relation avec une mineure et que ce soit Dolto, Simone de Beauvoir, Sartre, tous ces gens-là avaient signé liberté sexuelle. D'accord? Mmh. Mmh. Et moi, j'ai fini ce livre et je l'ai enregistré à Audiolib en décembre. Et quand est sorti le livre de Vanessa Springora, en fait, il faisait écho finalement à cette permissivité post-68 qui a entraîné des ravages terribles avec les intellectuels qui disaient bah, à quoi ça sert qu'une gamine de 13 ans prenne la pilule si on ne peut pas en profiter. Et puis, voilà, mais non, les enfants aiment ça, les enfants aiment être caressés, et liberté, liberté sexuelle, enfin, donc, si tu veux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un fil qui se tire. Et puis aujourd'hui, il y a une mise à mal, une remise en question de l'avortement. On le sait, les femmes, c'est de plus en plus compliqué de se faire avorter dans les délais impartis parce que les services ferment, parce qu'on leur demande des temps de réflexion, parce que ci, parce que ça. Et c'est vrai qu'on revient toujours à l'injustice de classe. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, les femmes qui sont dans une situation privilégiée vont pouvoir, parce qu'elles connaissent les toubibs, avoir un rendez-vous plus tôt, ou parce qu'elles vivent dans des grandes métropoles, ou parce qu'elles peuvent aller à l'étranger pour la PMA ou pour l'avortement. Voilà. Mais c'est toujours, on en revient toujours, la classe sociale, eh bien, interfère sur les droits des femmes. Simone Veil, quand elle a fait proposer sa loi, elle savait que si elle proposait le remboursement de l'IVG, ça ne passerait pas. Elle le Ouais. dit. Donc, pour que ça passe enfin, elle n'a pas mis ce remboursement. Mais dans le livre, je parle des filles du MLAC qui sont inculpées parce que les filles du MLAC, après la loi Veil, elles disaient mais c'est encore pour les riches. C'est-à-dire que les filles étrangères, les filles qui ne peuvent pas payer et les mineurs même violés doivent avoir l'autorisation parentale. Et aujourd'hui, je trouve que ça, c'est toujours d'actualité. Et donc, MeToo, qui est un grand bienfait, est la suite logique de ce... J'ai vraiment l'impression que le cheminement de la libération des femmes, c'est comme des portes qui s'ouvrent et à chaque fois on découvre d'autres pièces, tu sais, comme si on était chez l'ogre. Et à chaque fois que ça y est, on déchire un rideau, ah, il y en a encore un autre, et puis un autre, et puis un autre. Je sais pas, moi là, encore tout à l'heure, il y a 5 minutes, je lisais les scandales dans la musique classique. Ouais. Les chanteurs lyriques. Et tous les jours, une fois ça va être la restauration, les chefs étoilés, les religions. Et pas seulement, hélas, les religions catholiques, mais dès qu'il y a un pouvoir quelque part, alors c'est encore plus écœurant quand c'est dans une religion avec, soi-disant, l'amour de Dieu, mais je crois qu'il faut, je parle de la pédophilie de l'Église dans ce livre aussi, mais tout est lié. Tout est lié. C'est ça. Il ne faut pas penser qu'une époque s'éteint et qu'une autre arrive. Moi, je ne supporte pas le terme néo-féminisme. Le Mmh. féminisme est, on n'est pas une néo-femme, on est une femme. Et femme, les femmes qui sont à l'hôtel Ibis
et qui sont en sous-traitance et qui font grève depuis 1 an, les femmes de ménage, elles sont féministes. Ouais, Ce pas bien des sûr. néo-féministes. Elles sont féministes de fait. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les femmes qui se battent pour leurs droits sont féministes. Quand est-ce que tu as eu cette conscience, hem, toi, d'appartenir à cette sphère des femmes? À quel âge c'était? De sentir que en fait, tout était à conquérir? Ben moi, j'ai mis très longtemps avant d'avoir cette conscience. C'est-à-dire que je vais le dire tout à fait honnêtement, moi, je suis arrivée à Paris comme Sabine dans le roman pour faire du théâtre. J'ai vécu des choses terribles et à chaque fois, je ne me disais pas: «C'est pas normal», je me disais: «Ah, je m'en suis bien sortie. Finalement, hein, je m'en sors bien». C'est-à-dire, j'étais comme un soldat qui ne remet pas la guerre en cause, mais qui est content d'être blessé et pas tué. C'était très, très long avant que je me dise: «Ce paysage-là, pourquoi il serait normal?» Mmh. C'était très long. Moi, je suis arrivée dans une société où tout était établi et donc voilà, tu vas vivre, tu vas survivre et tu vas composer avec. Ah! Je me suis toujours pas, tu m'as pas attrapé, bonhomme. Mais j'ai vécu des trucs. Je vais te dire, une fois, j'étais dans pour les promos de Bakita, je prenais le train tout le temps et donc tu as le temps Et je me suis dit, bon, il y avait donc la vague MeToo qui arrivait, quoi. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu as vécu, toi? Et puis je me suis remémorée, je me suis rendu compte que j'étais en train de chialer. Mmh. Tu vois? Et donc, je sais qu'il faut beaucoup de courage pour parler, beaucoup de courage. Mais le MeToo a pu arriver parce que déjà, nous, on a dit: «Eh, le patriarcat, c'est pas normal». Mais moi, j'ai d'abord pensé à me battre pour ma survie avant de me battre pour ma condition. Et puis, il y a eu le Paris des femmes que tu connais évidemment, auquel tu as participé, Nathalie aussi, ce festival de théâtre fait pour les femmes. Et moi, je me disais, c'est comme les Restos du Cœur, il faut que ça reste 1 an, 2 ans, puis après, il n'y aura plus besoin, on sera intégré dans les théâtres. Rien n'a changé, mais rien n'a changé. Et donc, bah, le festival continue. Continue. Peut-être rappeler, ce qu'est le Paris des femmes? Le Paris des femmes, c'est il y a 11 ou 12 ans, avec Michel Fitoussi et Anne Rothenberg, on a décidé de créer un festival de théâtre en demandant chaque année à 9 filles, alors qu'elles soient dramaturges, romancières, scénaristes, d'écrire une pièce en un acte de 30 minutes, et, avec des rôles d'hommes, de femmes, ce qu'elles voulaient, mise en scène par des hommes, des femmes, enfin, voilà, mais que ce soit les femmes qui prouvent, qui montrent, puisqu'on leur en donne jamais l'occasion, que oui, elles savent écrire en fait. Et les livres sont tous publiés à l'avant-scène. Ça nous fait une belle collection. Alors vous, vous êtes à 105 émissions. Nous, je pense qu'on est bien 60-70 nanas qui ont écrit, quoi. Mmh. Mm. Oui, oui et en plus, ça combat pas seulement, des choses, que les femmes peuvent écrire, mais aussi quelque chose qui est très présent, en France, qui sont les cases. C'est-à-dire qu'on peut écrire des romans, mais si on veut écrire du théâtre, alors là, bah, vers qui on va aller, par qui on va faire lire, on n'en sait rien en fait. Ouais, c'est très, très, Donc très cloisonné. donc c'est une belle opportunité de se tester sur quelque chose qui est autre en fait. Puis tu sais, Donc ça fait du bien d'être invité parce que quand tu écris une pièce, c'est plus long d'essayer de la faire monter que de l'écrire. Et là, tout d'un coup, on dit aux auteurs, vous êtes payés parce qu'on estime, on reconnaît votre travail et vous serez effectivement monté. Vous allez le voir à telle date, c'est une réalité. Et puis, on prend à chaque fois des très grands metteurs en scène, des très grands acteurs. C'est voilà, avec une scénographie, des lumières. C'est pas la petite semaine. C'est non, non. 3 jours et vraiment, on va vous montrer au mieux. C'est-à-dire, c'est dans un écrin, dans un théâtre qui va faire que ce soit entendu et vu au mieux de ce que ça peut l'être. Oui, c'est très émouvant. Pour certaines romancières, c'est la première fois qu'elles entendent un vrai comédien, jouer leur, dialogue, par exemple. Ouais, C'est ouais, c'est ouais, vraiment ouais. très émouvant. D'ailleurs, tu parlais du théâtre tout à l'heure. Moi, j'avais un prof de théâtre qui disait: «Pourquoi on n'a pas de silence? Pourquoi, on a peur du silence? C'est parce que dans le silence, on entend les pensées» Ouais, c'est vrai. C'est ça. et C'est tellement justement, je voulais agréable de faire revenir, un silence au théâtre, parce que dans le silence, tu peux toucher en fait l'écoute du public. Et moi, j'ai fait une lecture des Évasions particulières jeudi à la Maison de la Poésie avec une amie pianiste.
Et ce que j'adore, c'est faire un silence parce que là, tu sens que tu les tiens. C'est cet état d'enfance dans lequel il y a une convention qui fait: «Tu vas me raconter une histoire et je vais y croire comme si c'était vrai». Et donc mes émotions, elles vont s'accorder à ce que tu me dis. Je trouve ça merveilleux. Je voudrais quand même préciser que tous les auteurs ne sont pas capables de lire leur propre texte, que c'est un exercice de comédien que tu fais fort bien parce que tu es aussi comédienne. Voilà, c'est parce que Oui, oui, c'est pas mais là, quand je même, te parle en tant que comédienne, effectivement, sur la façon dont oui, oui, bah, c'est important de le préciser. La lecture, n'est pas, obligatoirement formidable quand elle est faite par, celui qui a écrit le texte parce que c'est un autre oui, exercice. oui, mais c'est aussi pour ça que, tu vois, dans le Paris des femmes, on donne à lire à des comédiens, professionnels. Absolument. Autre question sur le théâtre, que j'ai vu passer tout à l'heure, c'est Henri qui la pose. Quel est le rôle, puisque tu as été comédienne et que tu as ça en toi, le théâtre, est-ce que ça joue quand tu écris des dialogues, par exemple, ou quand tu écris un roman? Ce que j'ai appris, puisque j'ai commencé par le théâtre, mon premier roman, c'était Bord de mer. Ce que j'ai appris par le théâtre, c'est que chaque personnage, c'est comme un instrument. Chaque personnage a sa façon de parler et de penser, selon son sexe, selon son rang social, selon son milieu, voilà, selon son âge. Donc, il y a ça, ces paramètres-là, c'est vraiment la dramaturgie qui me l'a apporté, ainsi que tu tires un fil et jusqu'où tu vas. Bord de mer, c'était l'histoire d'un double infanticide. Je n'avais pas franchement envie d'écrire la fin et je me suis dit non, mais au théâtre, tu irais jusqu'au bout. Parce que le théâtre, c'est ça aussi. Le théâtre antique, c'est ça. C'est-à-dire que la tragédie, c'est tu prends un sentiment commun à tous, la jalousie, l'amour pour ta mère, que sais-je, et tu le pousses à l'extrême qui devient une psychose. Et c'est ça que fait Dostoïevski hein, dans ses romans. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est le théâtre qui me l'a appris. C'est-à-dire tu lâches pas en cours de route. Et ça, c'est une grande école. Alors pour les dialogues aussi, parce qu'il y a l'oreille forcément, mais tu vois, Flaubert écrivait pas, enfin, ou c'était pas trop son fort, les pièces de théâtre, et c'était un formidable mangeur de mots, avec le rythme de la phrase qui était primordial sur tout. Le mot qui devait s'inscrire, qui devait jamais être trop, qui devait s'inscrire dans le rythme de la phrase pour vraiment donner un sens plein à la scène. Ça, c'est merveilleux. Tes auteurs inspirants, Ben, en fait, je crois qu'il y ceux a, auxquels tu il y a reviens? déjà Dostoïevski, oui, et Flaubert, et puis il y a des gens comme Jane Austen. Mmh. Parce que Jane Austen, c'est justement, c'est des dénonciations apparemment très douces. Tu pourrais presque croire que c'est des histoires de filles, de Mmh. bonnes femmes, mais c'est des dénonciations de conditions sociales et genrées qui sont d'une violence à l'image de ce que subissent les protagonistes, mais ce sont des dénonciations sans appel, très, très, très cruelles. Et moi, j'aime ça, j'aime que ce soit euh, a priori aimable. Flaubert, c'est pareil, bon, pas du tout Dostoïevski, mais Flaubert, c'est a priori aimable. Mais tu t'aperçois que si tu lis une page, c'est impossible que dans cette page, tu ne trouves pas un mot comme une goutte d'acide. Il y a toujours ce qu'on peut appeler une méchanceté, puisque lui, il traquait la bêtise, il dénonçait l'Église, l'État, l'armée, enfin bon, tout était. Et ce que j'aime, c'est voilà, cette façon de qu'on ne te voit pas venir. Mmh. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans les évasions particulières. Parce Ouais, que c'est sous tes vrai. airs sympathiques comme ça, Véronique, tu nous sors des trucs un peu, violents quand même, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai que je t'avoue que moi, j'ai bien relu Flaubert en écrivant le livre, parce que ce soit, bon, évidemment, relire Madame Bovary, que ce soit sa correspondance. Et j'ai donné une petite conférence avec Ariane Ascaride à la librairie 1000 pages sur Madame Bovary, justement, où on s'est régalé. Et c'est vrai que euh, se replonger dans ces maîtres-là, ça t'aide, parce qu'on est
même si moi j'étais bien accompagnée par Véronique Ovaldé, mon éditrice, tu quand même longtemps beaucoup tout seul et qu'il faut qu'il y ait pour écrire, quand c'est soit sur 2 ans d'écriture comme ça, sur cette amplitude-là, il faut quand même avoir des guides. Ah, tu n'as cité que des morts là, tu lis pas de vivants alors? Non, si, elle en lit des vivants. Beaucoup les vivants. J'ai lu, le dernier vivant que j'ai lu, c'est Hugo Lindenberg, Mmh. et Un jour ce sera vide, chez Bourgois. Ouais, très beau. Et alors ça, Nathalie, tu es Oui, je d'accord? l'ai lu, c'est très beau. Voilà, je fais la promotion de ce livre et de cet auteur. Bah, tant mieux, on le mettra dans les petites mentions en dessous de ta rencontre. Alors, je n'ai plus de questions particulières, juste aussi une chose, tu citais ton éditrice tout à l'heure qui est aussi une romancière. Est-ce que c'est différent d'être, avec un éditeur qui est romancier lui-même? Alors moi, j'étais persuadée, jusqu'à ce que je travaille avec Véro, qu'il ne fallait pas. Mais c'est... je ne savais pas que ça pouvait être aussi bien. Je ne savais pas que ça pouvait être ça, heureusement, parce que sans ça, j'aurais râlé pendant 13 bouquins. Et ben voilà, maintenant, je sais ce que c'est le métier d'éditrice, quoi. C'est merveilleux. D'en Bon, c'est face. quelqu'un d'exceptionnel, Véronique Ovaldé. Mmh. Donc déjà, sa personnalité, son énergie, heu, mais c'est un miracle, quoi. Vraiment, je le dis. Bon, écoute, on ne répétera pas, elle le Ne le verra. répétez pas parce qu'elle a déjà beaucoup de boulot, alors Tu te la gardes pour toi tout seul. non, il faut qu'elle ait le temps d'écrire ses romans. Je ne suis pas si égoïste que ça. Donc il est là, ce livre. Alors il est là parce que je n'ai pas mangé la jaquette ni mon chien. Alors je vous montre ce que je voulais imprimer parce qu'il y a une magnifique couverture, je ne sais pas s'il y a un petit reflet. C'est une marelle, donc voilà. Il faut absolument aller chez votre libraire, donc votre libraire le plus proche, ou à la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux, qui était notre partenaire ce soir, pour vous procurer ce roman, qui n'est pas seulement une saga familiale et de sœurs, c'est aussi un balayage incroyable d'une décennie avec plein de thématiques. L'écriture est sublime, elle est parfaite même, Véronique, c'est d'une justesse incroyable. Donc voilà, vous pouvez aussi, si vous êtes très pressé ce soir et que votre librairie est fermée, aller sur la page de la rencontre de Véronique sur notre site unendroitoualler.com. Il y a un petit bouton qui vous redirigera sur une librairie indépendante. Vous pouvez aussi l'acheter en format numérique. Et je rappelle que les évasions particulières sont sorties en audio libre aussi, lues par Véronique. Je pense que ça peut être aussi un bon moment de lecture. Et aussi, je voudrais rappeler quand même, parce que Véronique Olmy, c'est aussi ça, c'est Bakita. Moi, un roman qui m'a beaucoup marqué, qui me suit toujours, que j'ai toujours sur ma table de nuit, que je recompulse, que je lis des passages. Donc, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, les deux, Bakita et les évasions particulières. Et ceux qui ont précédé aussi d'ailleurs. Oui, 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 on peut lire Bord de mer aussi, vous pouvez tous les lire en fait. Il y en a 14, hein, donc voilà. Je crois que tu es traduite dans 20 langues aussi, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez envie aussi de les lire en version différente, vous pouvez y aller. Avant de vous remercier, je voudrais dire que demain, on se retrouvera à 19 h avec Bélina Canon pour le livre Le nouveau nom de l'amour aux éditions Stock. Véronique, je voudrais vraiment te remercier d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce merveilleux livre. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Une bonne continuation, que tu nous écrives un autre roman bientôt quand même, parce qu'on a envie encore de te lire. Eh bien, moi, je nous souhaite à tous de faire comme ce que vous venez de faire, malgré le couvre-feu, malgré le Covid, malgré l'inquiétude, malgré l'éloignement, eh bien qu'on invente de nouvelles formes, parce que c'est ça la résistance. Bravo les filles. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Véronique. Bonne soirée, mesdames, et à très vite.